Bonjour à tous, moi je suis Sophie Goyer, je dirige les activités numériques du groupe Express Roularta, qui comprennent l'Express côté maison et l'étudiant. Et aujourd'hui on va parler de l'Express en particulier et de son projet Big Data. Alors comme on avait 8 minutes, je suis restée extrêmement générique dans les slides, donc si vous n'apprenez rien, n'hésitez pas à me poser des questions, parce que ce sera probablement plus concret. Donc, juste pour resituer le projet data de l'Express, on a lancé ce projet en mars 2014, après avoir obtenu le financement, une partie du financement par le fonds Google. Et qu'est-ce que c'est pour nous le projet data? Ça se résume à une phrase, c'est en gros avoir une meilleure connaissance de nos clients pour pouvoir mieux les servir. Alors, l'objectif principal de ce projet, alors pardon, je sais pas, la tête et le pied, la tête et les pieds, le pied sont coupés. Donc, c'est essentiellement de se constituer un patrimoine, parce qu'on considère que c'est un actif stratégique. C'est vrai que dans nos médias, où on a une culture journalistique très très forte, on pense souvent à nos contenus qui sont notre cœur de métier. Mais évidemment, et surtout quand on vient de la presse magazine, parce que le groupe Express Roularta, c'est de la presse magazine, on a une culture du client très forte. Parce qu'une culture d'abonnement, et donc du coup, que ce soit des clients B2C ou du client B2B que sont les annonceurs, c'est là où est notre valeur pour pouvoir mieux les adresser. Donc historiquement, on avait des abonnés papier, donc à peu près 800 000 personnes à l'Express, actifs ou non actifs. Et puis est arrivé le digital. Donc l'enjeu du projet data du groupe, c'est de connecter toutes ces données. Donc je vous ai mis quelques chiffres tout en bas. Le graphique, je vous le commande pas, vous connaissez par cœur les 2 silos qui tombent dans une base de données de data. Donc l'Express en quelques chiffres, c'est donc effectivement une base de données de 800 000 clients actifs ou inactifs. Sur le web, et c'est là où du coup on a été élargir la base de données clients, on a 4 millions d'adresses email actives, je précise, parce que sinon on a évidemment beaucoup plus. La notion d'activité dans une adresse email chez nous, a été active depuis moins de 3 mois. On a 7 millions d'internautes, donc là ce sont des cookies qu'on a, puisqu'ils sont anonymes. On a 2 millions de bobinautes, et donc là ce sont des ID, donc c'est jamais le même référentiel. Et puis on a un certain nombre d'événements, de salons, de conférences qui voient passer quelques 100 000 personnes chaque année, où là du coup ça va de l'adresse email à l'adresse postale, en passant par des formulaires papier qui sont remplis à la main. Voilà, donc un projet data, pourquoi faire une fois qu'on a constitué cette base de données? C'est pour 2 choses, c'est mieux servir nos annonceurs, donc garantir une couverture sur cible plus qualifiée, vendre ce mixte contexte plus data, parce que c'est vrai que comme on a des marques très fortes et qu'on a des contenus qu'on considère à valeur ajoutée, on vend surtout un contexte garanti à un annonceur et pas nécessairement une cible. Et c'est vrai que le digital a amené ça. Donc du coup, c'est essayer d'optimiser la couverture sur cible en mélangeant les infos contexte et data. Et donc ça revient assez basiquement à du yield management, servir le bon format et le bon emplacement au meilleur prix. J'ai 2 use cases en fait derrière. Et l'autre enjeu, pardon, c'est pas petit 1, c'est petit 2, c'est devenir de meilleurs marketeurs pour nous-mêmes en fait, et augmenter la fameuse lifetime value de nos clients, qu'ils soient anonymes ou qu'ils soient déclarés. Et ça, à nouveau, comme on est extrêmement présent sur nos contenus, on l'oublie un peu en communication en tous les cas, mais c'est là où on va essayer de faire de l'argent. Alors, le projet chez nous, tout là-haut, l'intitulé de la slide, c'est écrit que vous ne voyez pas, schéma cible et enjeu. Donc, c'est de créer la fameuse DMP, donc le mot à la mode pour dire qu'en gros, c'est la base de données. Et là, l'enjeu là-dessus, au-delà de se dire qu'on avait une DMP, puisque du coup, maintenant, ça fait 1 an qu'on a lancé le projet, donc notre retour d'expérience a été d'identifier les bons partenaires techno là-dessus, pour accompagner nos équipes et surtout de rester agile. C'est-à-dire que quand on a imaginé le projet, donc il y a 1 an et demi maintenant, puisqu'on a mis 6 mois à se le formuler et ensuite à le présenter au fonds Google, la barrière technologique était très très haute. Et en 1 an, tout est tombé en fait. Tout est allé hyper rapidement. Maintenant, tout le monde sait faire à peu près de la techno big data.
Donc il faut choisir et les bons partenaires et ne pas s'enfermer avec ses partenaires et rester agile dans les choix et en changer en cours de route. L'autre enjeu, évidemment, c'est la connectivité de la donnée. Comme je le décrivais tout à l'heure, il n'y a absolument pas le même référentiel en fonction des données, qu'elles soient print, qu'elles soient web, qu'elles soient mobiles, qu'elles soient sociales. Donc le gros enjeu, c'est cette connectivité de la donnée. Et puis, c'est la montée en compétence des équipes techniques et marketing. Et là, vous verrez qu'il n'y a pas le mot rédaction, parce que pour l'instant, c'est surtout un projet technique et marketing. Et donc, on a un mode de fonctionnement où on a une équipe dédiée, en fait, de 3 personnes sur le sujet, mais qui, en fait, accompagne toute l'équipe marketing et l'équipe technique et l'équipe publicitaire, pardon, je l'ai un peu oublié là, pour qu'ils migrent dans leur façon de fonctionner. Donc ça, c'est de la transformation RH de mode de fonctionnement et d'approche qui va prendre plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin quand même de 3 personnes dédiées sur le sujet. Donc les nouvelles expertises RH qu'on a intégrées dans le cadre de ce projet, le mot à la mode aussi là, c'est le data analyst, mais on a vu que tant qu'on ne l'avait pas, puisqu'elle est arrivée chez nous 6 mois après le lancement du projet, en fait, on ne savait pas, en dehors de stocker notre donnée, évidemment, on ne savait pas en extraire la substance moelle pour pouvoir opérer dessus. On a créé un poste en début d'année 2015 de commercial programmatique et data dans la régie. Et puis, il y a une personne en techno, évidemment, qui est tête de pont. Et sinon, l'autre enjeu qu'on a dans le groupe et que connaît tout le monde, c'est pardon pour le mot barbare, c'est de désiloter la donnée. C'est-à-dire que historiquement, dans des groupes comme les nôtres, chaque service est assis sur sa donnée et la protège. Donc, évidemment, le service abonnement hyper protège les abonnés payants parce qu'ils ont énormément de valeur et ces fichiers-là. La régie, évidemment, hyper protège ses contacts B2B. Le digital garde aussi ses contacts pour éviter qu'on les grille. Donc, du coup, il y a un gros enjeu de réassurance de l'intégralité des équipes, de projets portés par une direction générale, c'est obligatoire, parce que pour du coup imposer finalement aux différentes directions d'un groupe que ce soit un projet transversal groupe et au service du groupe, et c'est pas un projet digital parce que c'est beaucoup de techno, pour pouvoir injecter toute cette donnée. Donc, les 3 grandes actions qu'il y a à faire, en gros, sur un projet data, c'est donc identifier les différentes sources de données du groupe et de les collecter. Donc là, je vous ai listé un certain nombre de données qui sont un peu évidentes entre le CRM print, le ICRM web, toutes les données mobiles, les données anonymes de navigation, tout ce qui est réactivité aux emails, les données transactionnelles, les données sociales, les données data serveur. Donc on n'a pas encore tout injecté. Je vous ai mis une timeline juste après du projet. C'est en effet ensuite de les analyser pour activer des use cases. Donc, où est-ce qu'on en est du projet? Pardon, ça c'est l'intitulé de la slide, c'est Timeline. On en est à 40% du projet réalisé en un an, entre mars 2014 et mars 2015, avec donc toute une première phase qui a duré un peu plus de... 6 mois, c'est quand on a pu dépenser de l'argent, hein, évidemment. Il y avait eu des mois précédents d'analyse de marché et d'échanges, où on a fait des choix techno entre mars et septembre, en changeant encore de route, et on change encore. En septembre, on a vraiment pu injecter, une fois qu'on avait créé le SaaS, toutes les sources de données. Donc, pour l'instant, on a effectivement toute la donnée CRM. La valeur d'une plateforme data, c'est évidemment la donnée CRM. Et on a la chance, dans des groupes médias comme les nôtres, d'avoir de la donnée CRM, donc c'est-à-dire des emails et des adresses postales. On a injecté toute la donnée de navigation, donc sur du on-site et dans des emails. Et on va passer à l'injection de la donnée sociale et le mobile, je crois, est fait. En décembre 2014, la grande victoire de l'équipe technique, ça a été le pouvoir de réconcilier, parce que c'est l'enjeu du big data, les emails et les cookies, donc c'est-à-dire la donnée anonymisée avec les emails. Donc c'est pas autre chose en fait. Qu'est-ce que c'est quel est l'intérêt de réconcilier? C'est que le digital permet d'avoir un nombre de contacts beaucoup plus grand avec son client et donc d'enrichir finalement la connaissance client qu'on a là-dessus. Donc ça, on a réussi à faire ça et d'avoir l'outil pour les équipes marketing
et publicitaires, ce qu'on appelle le fameux requêteur, pour travailler dedans. Et à partir de début 2015, on a pu opérer des premiers use cases. Et là, je vais vous en décrire 2. Et la suite du projet, ce sera de continuer évidemment d'enrichir la donnée et de passer la main petit à petit dans opérer cette donnée dans les différents services du groupe. Pour l'instant, c'est vraiment les équipes digitales qui s'approprient cette plateforme-là. Alors ça, c'est le use case, l'intitulé de la slide, ça s'appelle Use Case Email Marketing. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, en fait, le big data, c'est de l'optimisation de ciblage qui permet en fait de faire du désencombrement de pages côté publicitaire et de moins solliciter son internaute aussi et de mieux le cibler. Donc au final, de moins dépenser d'argent dans tous les sens pour l'instant. Donc les tests, ça a été basiquement sur de l'email marketing. On a un programme relationnel qui s'appelle campagne éditoriale, où on pousse un contenu éditorial à une certaine cible. Donc ça n'a rien à voir avec les push ou les alertes infos de la rédaction, hein. C'est vraiment du marketing pour pouvoir générer de l'audience. Et donc les 2 résultats là-dessus, c'est que en décembre 2014, sur ce programme relationnel, on routait 59 millions d'emails, c'est la barre à gauche. Juste en dessous, les moins 51% que vous voyez, c'est du coup, on est tombé à 29 millions sur tout le mois de mars 2015. Donc on a divisé notre budget de routage email par 2 et on a augmenté l'audience de 23% en même temps. Donc en connaissant mieux notre cible, finalement, on embête un peu moins nos internautes, on a de l'audience plus qualifiée et qu'on essaie de vendre évidemment plus cher derrière à un annonceur. Donc ça, c'est un des use case marketing qui a été validé, qui est en train d'être déployé sur tous les programmes relationnels. Et le deuxième use case qui est plus connu, parce que c'est par la régie au départ qu'est arrivé finalement les premiers effets de monétisation de la data, c'est un use case publicitaire. Et là, c'est le cas d'une campagne publicitaire Lexus, où là, l'objectif, c'était d'augmenter la couverture sur cible, dans le cadre d'une campagne médiamétrie OCR, que tout le monde connaît sûrement sur le marché pub. Et donc là, le moyen qu'on a utilisé, c'est d'utiliser la donnée socio-démo de notre DMP, donc notre fameux CRM, pour mieux cibler. Et le résultat que vous ne voyez pas en dessous, parce que c'est coupé, c'est que pour cette campagne, on a plus 4 points de couverture sur cible versus les standards marchés. Et on a pu rehausser du coup notre CPM de 35%. Voilà, donc on est dans un double effet aussi, c'est-à-dire qu'on désencombre nos pages. C'est pas encore hyper visible. Quand toutes nos campagnes utiliseront le big data, ça se verra mieux. Et on augmente nos CPM. C'est un peu l'enjeu de la data côté publicitaire. Voilà. Et est-ce que j'en aurais terminé? Oui, j'en aurais terminé. Pardon. Voilà. On peut. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Moi, j'ai quelques questions avant de donner la parole à Marie-Madeleine Lamy pour La Croix. Si vous voulez revenir par ici, je pense que ce sera plus facile pour le live stream. J'aurais voulu savoir, en ce qui concerne la publicité, ces données que vous avez décrites, est-ce qu'elles vont être données aux annonceurs pour qu'ils puissent suivre et traquer la performance d'une publicité? Non, on est propriétaire de nos données, donc on garde l'intégralité des données qui sont sur notre site. Après, avec les redirects, ils sont capables de capter de notre donnée anonyme. Mais la valeur du big data, c'est la réconciliation de nos données anonymes avec nos données CRM, donc notre base de données clients. Et là, cette base de données clients, elle est évidemment chez nous. Il y a des gros enjeux, évidemment, législatifs qu'on accompagne autour de la gestion de la donnée personnelle et de la data gouvernance. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est inhérent au projet. Parce que un des objectifs de l'Express, c'était de développer aussi ce nouveau format un peu fourre-tout qui s'appelle le native advertising. Et dans cela, il y avait aussi donc la possibilité pour les annonceurs de mieux monitorer leur espace publicitaire en ayant accès à des données. Pour le coup, on ne l'a pas utilisé dans le cadre du projet Big Data du tout. Là, on est vraiment sur de la campagne display qu'on optimise mieux en couverture sur cible. Très bien.
Autre question concernant, vous en avez parlé, le recrutement de cette data scientist, comment on pourrait dire en français. Voilà, on sait que ce sont des nouvelles rockstars en quelque sorte, dans les rédactions. Comment vous avez fait pour la trouver? Est-ce qu'elle est française? Et puis à quel niveau de salaire on est? Parce qu'on sait que ce sont des compétences très recherchées, mais à la fois très difficiles à recruter. Alors pour le coup, on a été la chercher évidemment pas du tout dans un média, mais dans des entreprises data. Il en existe quelques-unes en France. Vous pouvez citer quelques exemples? Comme 55 par exemple, qui est une vraie bonne source pour nous tous. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est de voir le dynamisme des entreprises françaises. Puisque les choix techno qu'on a fait, il y a un certain nombre d'entreprises, de techno qu'on a choisis, ce sont des Français. Donc ça fait plaisir parce que souvent on travaille avec que des anglo-saxons ou des étrangers. Et d'ailleurs je peux les citer. Donc on travaille avec Isance sur la partie techno et avec BIM sur la partie data visualisation. Et donc, il faut vraiment le valoriser. Et donc, effectivement, il y a du talent aussi en data analyst dans cette entreprise française qui est 55. Et quel argument vous avez eu pour la recruter, cette personne? Je pense à des sociétés comme Uber. Quand on voit les offres d'emploi qu'ils mettent en ligne pour recruter ce genre-là, ils leur offrent, par exemple, des vacances illimitées et puis des salaires à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Non, nous, vous savez, les médias sont passionnants et souvent le fameux argument du supplément d'âme sur ce qu'on fait fonctionne très très bien en RH. Donc voilà, ça a été. Et puis elle a un très bon salaire par ailleurs, mais centaines de milliers d'euros, mon Dieu. Non. Est-ce qu'à terme, sur ce projet, vous allez réussir à intégrer la rédaction et comment? C'est le souhait d'Éric Métou, que vous connaissez sûrement, le directeur de la rédaction en charge du numérique. Après, le comment, on n'a absolument pas abordé le sujet pour l'instant. Les use cases les plus évidents, s'ils sont vraiment en marketing digital, en publicité, et l'enjeu, là, en 2015, il est vraiment marketing abonnement, clairement. Sur le contenu, on n'a pas encore abordé le sujet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour ce cas de l'Express? Oui. Je suis étonné quand même. Je vais juste vous donner le micro pour que vous puissiez. Je suis désolé d'insister sur le sujet, mais je suis un petit peu étonné du détachement de la rédaction de ce projet. Parce que quand on voit un petit peu tous les nouveaux médias, leur fascination, c'est quand même de comprendre quels sont les articles qui marchent le mieux avec leurs audiences pour essayer d'insister sur ces sujets et donc de développer l'audience de cette façon également. Non? Oui, mais le projet Big Data, à nouveau, la rédaction de l'Express, qui est sur le même plateau que l'équipe marketing digital et technique, je tiens à le dire au web, a des outils de suivi de son audience temps réel depuis des années. On n'a pas attendu le projet Big Data pour utiliser. Il existe déjà plein d'outils analytics. Tout le monde connaît Chartbeat. Donc, il l'utilise déjà. Donc, la nouveauté du projet Big Data, il faut que ça amène quelque chose de nouveau. À date, on n'a pas encore testé de use case autour de ça. Mais ils utilisent déjà des outils temps réel pour voir ce qui fonctionne, bien sûr. C'est pas de la résistance de la rédaction, simplement. Ah non. Vous connaissez pas, vous, Éric Métou. Mais finalement, quelle différence il va y avoir par rapport pour une rédaction à terme entre effectivement les données qu'on va avoir via Chartbeat ou d'autres outils d'analyse? Est-ce que vous allez pouvoir leur apporter? Qu'est-ce qu'ils vont se connaître en plus? On va le découvrir, on le sait pas encore. En fait, le propre d'un projet en innovation, c'est de fonctionner en mode test and learn et de découvrir des choses. Là, 1 an plus tard, ce que je vous ai écrit, si je vous montrais la présentation que j'ai faite il y a 1 an, elle ressemble en rien à celle-là, en fait. Donc on prend des chemins et au fur et à mesure, on avance. Donc pour l'instant, j'en sais rien ce qu'elle apportera en plus. Il faut surtout garder l'esprit très ouvert dans ces moments-là. Moi, ce qui me surprend de la rédac, c'est est-ce que vous travaillez directement avec la direction marketing sur la conquête de nouveaux abonnés ou... Oui, tout à fait. Comme c'est pas dans les use cases. Non, parce qu'on l'a pas encore activé. Typiquement, on a été dans une grosse phase techno. Dans tous les groupes médias, on n'a pas des systèmes d'information uniques. Donc, on a un système d'information digital, on a un système d'information print. Le travail qui a été fait là, c'est déjà de connecter ces données. C'est le premier job à faire sur un projet Big Data, c'est de connecter la donnée. Tant que les données sont pas connectées, l'équipe marketing ne peut pas travailler. Maintenant que les données sont connectées, mais elles datent du premier trimestre, là,
on va pouvoir activer des use cases avec les équipes. Et c'est là où du coup il y a un enjeu de transformation digitale du groupe, puisque pour le coup on fait ça avec des équipes qui maîtrisent un peu moins bien les leviers digitaux. Mais évidemment, parce que en plus en termes de ROI et de justifier le ROI d'un projet, c'est là où c'est évident et le plus facile à faire. Et vous, Sophie, quand vous avez découvert, donc quand vous avez réussi à réconcilier ces données, est-ce que vous aviez appris des choses sur votre audience, des choses que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas connaissance avant? Est-ce que vous pouvez donner 1 ou 2 exemples? Qu'est-ce que je peux donner comme j'en ai pas qui me vient à l'esprit là. Pardon. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est de ne pas se noyer dans la donnée. Donc, c'est d'en extraire la substantifique moelle, et surtout de le relier à un use case, en fait. Parce qu'on pourrait faire des milliards de use cases et que ça donne pas grand-chose. Donc là, typiquement, pour arriver à 2 use cases qui nous font vraiment, finalement, gagner de l'argent, où il y a un ROI en face, on en a testé beaucoup, en fait, avant. Donc, est-ce que vous avez une audience, je sais pas moi, plutôt masculine, plutôt féminine, plutôt qui se connecte le matin? Qu'est-ce que vous avez appris? Ça, c'est des infos qu'on a déjà en macro. En fait, on va sur des cohortes, en fait. On va beaucoup plus finement dans l'analyse de cohortes d'audience. 7 millions de visiteurs uniques et 2 millions de mobinautes. Faut aller dans les cohortes. Là, c'est des métiers de marketing digital. Sur les infos macro, on les a déjà. Très bien. On va passer à la présentation. Pardon, vous vouliez... Est-ce qu'au niveau publicitaire, ça va justement changer la façon dont on va vendre? Enfin, vous êtes déjà en train de réfléchir à des offres qui vont au-delà, qui pourraient être vraiment dans des nouveaux types de ciblage et qui dépasseraient les ciblages classiques en publicité. Là, on est déjà dans de l'optimisation du ciblage, parce que quand même, le propre du digital, ça a été de cibler massivement un peu tous azimuts. Donc là, le use case que je vous ai montré, c'est une offre data, clairement. Pourquoi est-ce qu'on vend 35% de plus notre CPM? C'est parce qu'on est capable de garantir une couverture sur cible beaucoup plus efficace pour l'annonceur, et du coup de désencombrer nos pages au passage. Bonjour, Jean-Nicolas Baillet, La Dépêche du Midi. Est-ce que j'ai vu que vous avez un commercial donc programmatique et data. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vendent des solutions simplement numériques ou il y a des mix aussi qui se font avec le print? Je crois qu'il a commencé, ça date du mois de janvier, donc c'est une femme, elle a commencé là que sur des solutions digitales, mais très vite ça va être utilisé dans le cadre d'OPS en fait, de solutions cross. D'accord. Et dans ce cas-là, vous savez comment vous allez réconcilier d'un côté la data que vous attrapez des sites internet et la data suggérée que vous récupérez par des études du print? Enfin, la data, je ne sais pas ce que vous appelez la data suggérée. Nous, l'enjeu, ça a été de réconcilier la data déclarée, pour le coup, et la valeur, elle est là-dedans, elle est vraiment dans le CRM, au départ, avec de la data anonymisée, pour pouvoir, du coup, faire ensuite tout ce que vous connaissez, des lookalikes et élargir les cibles. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va passer désormais au cas de La Croix, qui a développé également une plateforme qui permet de mieux connaître l'audience, à la fois pour le panier et l'abonnement, et aussi pour les contenus. Donc là, il va y avoir une dimension contenu. Donc je passe la parole à Marie-Madeleine Lamy. Bonjour. Je vais essayer de passer rapidement à travers la présentation, pour qu'on puisse se poser, échanger encore un petit peu sur ce qui est pareil et différent aussi entre les deux cas pratiques. Déjà une petite seconde pour vous représenter La Croix. La Croix, c'est pas de la presse magazine, c'est de la presse quotidienne d'information politique et générale. Alors il y a visiblement plusieurs problèmes de projection qui se produisent. Je vous prie de nous en excuser. La présentation n'est pas dans son état naturel tel que vous la voyez sur l'écran. Donc La Croix, c'est 2 millions de visites par mois, dont 20% sur mobile, et 6 795 abonnés seulement numériques, auxquels se rajoutent environ 40 000 abonnés print qui consultent les dispositifs numériques. Alors là, il vous manque d'où on part, mais le schéma visait à vous dire que la data au cœur du projet La Croix, c'est pas complètement une surprise, parce que à Bayard et à La Croix,
nous avons une culture de proximité avec les lecteurs très importante. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail permanent, rédactionnel et marketing, qui est fait de connaissances lecteurs, de proximité, de réévaluation permanente de l'éditorial et de la proposition en retour vers les lecteurs. La Croix, c'est aussi depuis un moment une stratégie de valeur au niveau du contenu et de monétisation et de singularité, la partie qui émerge sur votre écran. Avec la data, on veut potentialiser tout ça en accélérant la valorisation numérique, en créant de nouvelles sources de revenus et puis en faisant en sorte que la connaissance qu'on a au niveau qualitatif de nos lecteurs, elle se joigne à une connaissance quantitative des parcours et des croisements. Pour améliorer la présentation. Donc vous allez peut-être avoir des sauts d'images, mais je vais poursuivre en même temps comme le temps passe. Donc juste une petite slide pour vous dire quelles sont les étapes et comment se situe le projet soutenu par le FINP dans la politique numérique de la Croix. La Croix est passée au payant avec un paywall en 2011. Et en 2013 a sorti un premier premium, c'est-à-dire que vous avez une offre La Croix numérique standard et vous avez un premium spécialisé religion qui existe depuis mars. Le projet FINP a démarré en septembre 2014 avec un temps de sélection de fournisseurs, ce qui fait qu'il a démarré effectivement en novembre 2014. Donc vous voyez, il y a quand même assez peu de temps. Et on a fait une première mise en ligne en février, dont je vais vous parler plus loin. Et mis en place aussi au mois de décembre un deuxième premium axé sur la parentalité et tout ce qui était dans la Croix, les contenus destinés aux parents au sujet de leurs enfants. Voilà. Donc les enjeux, il y en a de deux sortes. Sophie l'a déjà pas mal évoqué. La réconciliation des données de navigation et des données CRM, les données marketing internes de l'entreprise. Donc nous, on est en plein dedans. On n'a pas passé cette étape en décembre 2014. On est en plein, justement, en train, par exemple, de faire ce qu'elle évoquait, rapprocher les cookies des emails, rapprocher aussi faire pas mal de SI, puisqu'il y a plusieurs systèmes d'information dans l'entreprise qui stockaient toutes sortes de données clients en fonction des sources dont elles provenaient, que nous avons versées dans un grand data mart et connectées entre elles. Un deuxième enjeu, la proposition dynamique en temps réel. Donc les données c'est bien, mais il faut aussi pouvoir les extraire et recommuniquer avec les outils de campagne. Et puis les modifications de l'architecture existante. Les enjeux méthodologiques et organisationnels, on les a abordés de la même façon qu'à l'Express, c'est-à-dire qu'on a un système d'équipe dédié qui accompagne le changement des autres équipes. Pourquoi ? Parce que ça reste quand même ce sont des sujets assez complexes qui nécessitent un travail dédié avec une montée en compétences et c'est toute une culture à faire bouger dans l'ensemble du service marketing et rédaction. Et donc c'est d'abord une équipe pilote qui le prend en main et qui communique autour et qui amène les autres à se servir de l'outil. Donc je vais avancer plus. Donc j'avais choisi de vous montrer les 4 grands pans du projet. Je pense qu'on va passer rapidement sur les derniers et s'arrêter un petit peu plus longuement sur le premier. Merci beaucoup pour la lampe. Je suis en train de remarquer qu'on voit toute la slide à l'écran. Merci. Donc les pistes de développement suivies. Le premier, c'était conquérir plus de nouveaux abonnés avec un paywall intelligent. Donc on va en reparler. Le deuxième, fidéliser mieux avec l'observation des consommations numériques. Donc ça, c'est un point quand même très important. Le troisième, les ventes complémentaires, upsell et cross-sell. Et le quatrième, celui dont a parlé pas mal Sophie, la valorisation de l'offre publicitaire. Donc le premier, c'est la mutation de notre paywall. Un paywall qui n'est plus conditionné par des paramètres liés aux articles. Alors en fait, en 2011, la rédaction choisissait, entre 2011 et janvier, donc il y a tout juste un mois, puisqu'on a basculé le 25 février, la rédaction choisissait, en publiant un article, s'il allait être gratuit ou payant. Donc à la Croix, l'ensemble de la rédaction est bimédia, tout le monde travaille sur le numérique, mais du coup il y avait une prise de décision autour d'un article qui était lié à est-ce qu'il a suffisamment de valeur ajoutée à être en payant ou pas. Donc ça créait une vision subjective des choses. Et deuxième facteur,
de temps en temps, il y avait une très forte envie qu'un article soit lu, et un article à très forte valeur ajoutée, la rédaction a tendance à le mettre en gratuit, parce qu'ils avaient très envie d'être lus justement quand un événement ou quelque chose était fort. Donc là-dessus, nous divergions au niveau du service marketing sur la question. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça depuis le 25 février. On a mis en place plusieurs règles et on a branché nos datas avec ces règles, c'est-à-dire que à la limite, les règles avec lesquelles nous démarrons aujourd'hui, c'est nous qui les avons choisies, mais ensuite on va apprendre de la data et itérer et les modifier pour les optimiser. Donc aujourd'hui, on est sur plusieurs règles qui tournent, mais disons une principale que vous allez assez facilement pouvoir reproduire, qui sont 10 articles offerts par période de 30 jours, avec un suivi au fur et à mesure des 10 articles offerts pour vous dire comment vous avancez dans cette consommation jusqu'au blocage. Donc en un mois, on a eu un doublement des leads boutiques, et on a trouvé aussi que ça nous permettait d'arrêter quelque chose qui était un peu absurde, qui était que plus un article avait de valeur, moins il avait de chances d'être lu, puisqu'il était payant. Donc ça permet de vraiment mieux faire découvrir notre singularité et notre éditorial, et en même temps mieux bloquer. D'autres scénarios tournent pour le paywall, donc je vous l'expliquais, il y a à la fois plusieurs règles et plusieurs paywalls, dont certains qui consistent à être en 2 temps, comme ceux que vous voyez à l'écran. D'abord une inscription, puis de la relance email et display, ou alors même un cas très spécial, celui que vous voyez à droite, c'est même une inscription pour recevoir du papier, et ça marche avec une relance téléphone. Donc là, on est encore en train de chercher avec nos 3 paywalls. Encore une fois, c'est itératif, comme l'expliquait bien Sophie. On cherche encore comment faire évoluer les règles en fonction de ce qu'on observe au niveau des data utilisateurs, et mieux proposer à chacun ce qui a le plus de chances de convertir et apporter la meilleure valeur. Deuxième cas, la fidélisation. Alors, sur le paywall, vous le voyez peut-être à l'écran, je vous ai mis les échelles de complétion, comme finalement notre projet a démarré effectivement le 1er novembre. On est quand même vraiment tout au début. Je pense qu'en écoutant un petit peu ce que disait Sophie, on est à peu près 8 mois derrière au niveau de l'avancement. Et nous, on est en plein dans la période la plus technique. Donc le cas paywall est le plus avancé, les use cases suivants le sont moins. Donc celui-ci est à 30%. Donc étudier et pérenniser la consommation numérique des clients. Donc là, c'est un exemple de lien entre nos data CRM internes et les données de navigation et les capacités d'intervenir en display. Donc on a plusieurs choses en cours qui vont tourner dans quelques jours d'ailleurs. Donc la prévention, je commence par celui du milieu, la prévention de l'utilisation à plusieurs des identifiants numériques. Donc ça, grâce aux données de navigation, on observe qu'un certain nombre de gens se passent les comptes email et se les prêtent. Et donc on a quelques comptes qui sont vraiment très très surutilisés. Et donc maintenant, on va surveiller le nombre de devices utilisés et le nombre de connexions par semaine et proposer à nos très gros clients d'autres solutions. Et en particulier, on voudrait réattaquer à partir de ça une politique grand compte. Le premier point qui est tout classique, le renouvellement de cartes bancaires et la relance d'abonnements. Nos abonnements numériques sont majoritairement souscrits en carte bancaire. Bon, c'est quand même un moyen de paiement qui s'avère moins probant que ce qu'on faisait par ailleurs, en particulier en RIB, parce que ça génère de soi-même une attrition assez forte. Donc le renouvellement en carte bancaire nous paraît être un levier important de valorisation de l'abonnement. Et puis la question de la perte d'usage. Alors le numérique est quand même, nous on voit maintenant que ça fait 3 ans qu'on fait de l'abonnement numérique. Il y a une différence qu'on voit au niveau des études Quali et au niveau Quanti sur les données avec un abonné qui reçoit son journal. Un abonné qui reçoit son journal, parfois il ne le lit pas, puis il va se désabonner parce qu'il ne lit plus son quotidien régulièrement. Mais néanmoins, la pile qui s'empile chez lui de journaux non lus qu'il n'a pas pu jeter lui crée une sorte de rappel qui fait qu'il y a un maintien d'usage qui se fait dans des proportions
qu'on ne retrouve pas complètement en numérique. En numérique, malgré l'empilement des emails dans sa boîte, il y a un risque dans la sursollicitation de chacun que l'usage s'effrite plus facilement. Donc on compte avec ce use case repérer les abonnés quand ils sont en phase de fragilisation et mieux les relancer. Dans la lignée de ce que disait Sophie, on pense aussi que finalement on les sursollicite, qu'il vaudrait mieux les solliciter au bon moment pour améliorer leur usage dans le temps. Alors l'upsell et le cross-sell, bien sûr, c'est tous ces clients, on va pas leur vendre que de l'abonnement à la croix. Donc on a d'abord nos autres premiums, puisqu'on s'est lancé dans une stratégie de singularisation encore de notre offre avec des espèces d'extensions thématiques d'expertise. Donc on est en train d'essayer d'élargir la possibilité de les promouvoir, pas seulement les promouvoir aux gens qui ont l'air de consulter nos sections thématiques, en fonction de la section thématique qu'ils consultent, mais aussi en créant des segments et en essayant d'aller mieux reproposer ces offres de façon pertinente aux personnes. Donc là on est en cours de création des segments. Et la meilleure valorisation de la publicité, alors telle qu'on l'envisage, je pense qu'on en a peut-être très bien parlé tout à l'heure avec Sophie, tel qu'on l'envisage, s'adresse à des gros clients et à des opérations spéciales, et ça permet d'essayer de fournir nos données CRM pour mieux qualifier les campagnes, et de fournir aussi tout un package d'amélioration sur certains segments d'annonceurs un peu particuliers que nous avons. Alors j'avais conclu par quelques petites questions. Il y a une des choses qu'on commence à voir, nous, c'est que le fait de faire tourner plein de règles variées, ça pose la question des clients qui posent des questions au service client. C'est-à-dire qu'ils ont vu telle chose, pourquoi, comment la revoir. Donc ça, il y a une réflexion, nous, qui doit s'engager. Il y a un enjeu au niveau de la proposition ciblée, qui est la capacité à en rendre compte dans le temps à un client et à lui redonner la possibilité de souscrire éventuellement ce qu'il a vu. Sur l'analyse des données, les fameux data analystes sont pour l'instant en externe, donc on a des personnes qui travaillent sur les bases de données en interne Baya, et qui sont en train de monter sur les données de navigation aussi, sur le croisement des données de navigation et CRM, mais on n'est pas encore rentré dans l'intimité du fonctionnement de données. Et puis la question des systèmes d'information qui est importante, puisque à la fois online pour les propositions en temps réel et offline tout ce qui est data mart, etc., il y a énormément d'impact. Les acquis positifs déjà, bien que finalement on ait mis en ligne des choses que depuis un mois, c'est des résultats très très encourageants au niveau des règles de paywall. Un saut culturel qui s'est fait là depuis le mois de septembre, où on a commencé à faire beaucoup d'A/B testing, y compris avec la rédaction. Et pour rebondir un petit peu sur la question de monsieur à Sophie Goyer tout à l'heure, finalement, moi, je trouve que la rédaction de la Croix est très pragmatique et que donc il n'a pas non plus beaucoup de temps à perdre sur les sujets. Et finalement, l'A/B testing, donc qui est une petite part des questions data, mais rentre très facilement dans la culture de la rédaction. Donc on n'est plus tellement à discuter, faut-il faire ci ou ça, etc. On fait tourner des versions et on extrapole avec aisance. Donc je trouve qu'il y a une culture de la data qui rentre facilement dans la culture de l'entreprise. Voilà. Et les acquis positifs, c'est qu'effectivement, avec notre système d'équipe dédiée, on est sur une logique flexible et agile. Merci beaucoup Marie-Madeleine pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'étude concernant sur l'exemple de la Croix ? Avant que vous leviez la main, moi j'en ai une sur, effectivement, on va rebondir sur la rédaction. Vous allez à terme proposer donc des contenus spécifiques en fonction des datas que vous aurez observées, des profils d'utilisateurs. Est-ce que vous allez avoir, je ne sais pas, par exemple 10 profils d'utilisateurs pour proposer des contenus ad hoc, ou bien ça va être infini, comment ça va être construit exactement ?
Alors, l'offre éditoriale va effectivement progressivement être impactée, mais je ne sais pas si c'est via l'idée de proposition en temps réel. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt l'amélioration de la connaissance et le meilleur dépouillement de la connaissance qui va impacter l'offre éditoriale. À aujourd'hui, on n'envisage pas de transformer, si vous voulez, complètement la structure de l'éditorial et de livrer des sortes de sous-packages. Voilà. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, monsieur. En fait, ça pouvait aussi concerner Roulata, l'Express. Il y a un débat sur les adblockers et puis sur les navigateurs anonymes. Donc ça bloque justement la collecte de données. Quelle est la stratégie par rapport à ça? Alors, peut-être que Sophie va répondre aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et d'évolution, je dirais, permanente, à la fois des réponses que nous on apporte et puis des réponses que les outils de contournement apportent. Je crois qu'il y a deux niveaux de questions. En ce qui nous concerne, nous, on a deux types de politiques. On a une politique qui concerne la sécurité de nos contenus payants, où là on est plus strict et on a un système qui va au-delà du cookie classique pour ne pas permettre l'accès à des contenus payants. Et tout ce qui est data, je dirais plus upsell, cross-sell, fidélisation, tout ce qui est, si vous voulez, moins de l'ordre de notre propriété de nos contenus et de leur protection, mais plus de l'ordre de données personnelles des clients et de l'utilisation qu'on peut en faire, où là, on laisse les clients mettre les outils qu'ils veulent et éventuellement échapper à l'ensemble de nos programmes. Peut-être dernière question, après Jean-Michel. Quel prestataire? Oui, alors actuellement on travaille avec Isance et puis voilà, bon, pour le moment, depuis 3 mois. Et question, oui, entreprise française, dit Sophie Goyer. Question très concrète, votre but c'est d'augmenter le panier moyen de chaque abonné. Avant ce projet, vous étiez à combien en moyenne et vous comptez aboutir à combien d'euros? Alors, on n'est pas vraiment en panier moyen parce qu'on est à la fois en nouveaux abonnés additionnels, en durée de contrat grâce à tout le système fidélisation qu'on est en train d'ébaucher et effectivement en panier moyen avec l'upsell cross-sell. Si dans l'ensemble de ces données, l'upsell cross-sell représente de loin la dernière part. Voilà. C'est d'abord la fidélisation puis les nouveaux. Ça va être x2, x3, x10 ? Aucune idée. Aucune idée à ce stade. C'est bon ? Ok, merci beaucoup pour ce premier panel.